Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Business et 01 TV. C'est le week-end et chaque week-end, c'est votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain avec ma camarade Pauline Ducamp. Bonjour Pauline. Bonjour François Sorel. Alors on y va pour le sommaire de ce nouveau numéro. Des autoroutes, oui, mais sans barrière de péage. C'est l'expérimentation que va mener le groupe SANEF en Normandie. Arnaud Kemar, son directeur général, sera avec nous pour en parler. Et c'est très innovant, vous allez voir ça dans un instant. Et puis on parlera d'hydrogène. Comment et où installer des stations, puisqu'on le sait, Pauline, de plus en plus de véhicules vont rouler à l'hydrogène. Alors elle ne roule pas à l'hydrogène, mais elle roule à l'énergie électrique. C'est la nouvelle Mégane. C'est un modèle clé pour la stratégie de Renault et son patron Luca De Meo. Et Julien Bonnet l'a essayé pour nous. Avec plein de high-tech dedans, je pense. Absolument, elle est très très technologique cette voiture. Voilà, bienvenue, c'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Alors Pauline, rêvons un moment quand même. Moi ça me fait rêver François. Sur une autoroute, plus de barrière de péage, comme ça, on avale les kilomètres tout en respectant évidemment les limitations de vitesse. Voilà. Alors évidemment, cette autoroute n'est peut-être pas gratuite, mais en tout cas, on n'a plus en fait la barrière et les temps d'attente qu'on connaît à certains moments de l'année où il y a du monde sur la route justement. Absolument, on pense tous au grand péage lors des départs en vacances. Et bien ça, peut-être que dans quelques années, ça n'existera plus. En tout cas, c'est ce que propose SANEF. Arnaud Kemar, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général donc, du groupe SANEF et alors vous allez lancer une expérimentation donc à partir de 2024 donc sur l'autoroute Paris-Normandie. Plus de barrière de péage, on rentre sur l'autoroute, on sort de l'autoroute, alors on paye quand même, mais on ne s'arrête plus. Absolument. Alors c'est bien plus qu'une expérimentation puisque ça sera, c'est la vérité, c'est la réalité. Ça sera comme ça. Oui, ça sera pour tous les automobilistes comme ça. Pour toujours. Effectivement, l'autoroute A13 entre Paris et Caen, c'est à peu près 210 km d'autoroute. C'est une autoroute que les Parisiens connaissent très très bien. Hein. C'est le chemin s'ils vers veulent la Normandie. S'ils veulent voir la mer. C'est l'autoroute des départs en week-end. Des départs en week-end et c'est une autoroute donc qui a un trafic extrêmement saisonnier avec des pics très importants. Une deuxième caractéristique, c'est que c'est aussi une autoroute dite en péage ouvert. Alors c'est un peu technique, mais en fait on s'arrête et on paye une somme forfaitaire, on ne prend pas un ticket sur l'autoroute A13. Et donc entre Paris et Caen, on peut s'arrêter jusqu'à 5 fois, puisqu'il y a 5 barrières de péage entre Paris et Caen. Voilà, ce qui génère évidemment des embouteillages, des retenues aux barrières de péage, qui génère aussi de la consommation de carburant en plus, on y reviendra, et puis qui défigure le paysage, c'est pas très joli, hein, faut bien l'avouer, une barrière de péage. Et donc en 2024... C'est des coûts importants pour vous aussi, accessoirement. Alors, c'est des coûts importants. Ça ne change pas grand-chose du point de vue des coûts, très honnêtement. Exploiter un péage en flux libre ou un péage traditionnel, c'est à peu près la même chose en termes de masse salariale. Là où ça change un petit peu, c'est que c'est des jobs différents, surtout pour nos salariés. On passe à des jobs qui sont sur la route, sur la barrière de péage, exposés au trafic et à la pollution. Il va passer, donc c'est une grande reconversion professionnelle pour près de 200 personnes dans la filière péage chez nous, qui vont avoir des jobs complètement différents, qui sont plus des jobs de relations clients, plus des jobs de centre d'appel, plus des jobs de back-office. Donc c'est une grosse transformation pour l'entreprise. Voilà, et c'est fondamentalement un projet qui est avant tout écologique, voilà, puisque c'est tous les ans environ 30 000 tonnes de CO2 qui vont être économisées. C'est parce qu'on ne va pas s'arrêter à démarrer une barrière de péage, c'est à peu près la consommation annuelle de 11 000 véhicules, donc c'est du pouvoir d'achat globalement pour l'ensemble des 7,5 millions d'utilisateurs de la 13 tous les ans. Et alors concrètement, comment ça va se passer? Comment je vais régler mon péage? Alors c'est super simple, c'est-à-dire beaucoup plus simple que maintenant. Alors d'abord, si vous êtes abonné télépéage, alors là c'est très facile, ça fonctionnera comme avant. La différence, c'est que vous passerez non plus dans une gare de péage, mais sous des portiques, qui sont des structures métalliques avec toute une série de capteurs très compliqués, qui vont lire votre badge de télépéage au passage, et vous allez, comme aujourd'hui, avoir le trajet sur votre facture. Donc j'ai un badge télépéage, rien ne change. Aucune modification. Voilà. Sauf qu'on ne s'arrête pas, sauf qu'on passe sous le portique à 130 km/h. Je m'arrêtais pas avant, je ralentissais un petit peu. Oui, là aujourd'hui c'est 30 km/h, là ça sera 130 km/h, donc en fait on ne s'arrête pas du tout.
Et si j'ai pas ce badge de télépéage, du coup ? Alors ça reste là aussi très simple. Les portiques dont je parlais sont équipés de caméras de lecture de plaque, donc ils vont lire votre plaque au passage, et vous aurez 48 heures pour vous connecter sur notre site internet ou sur une appli mobile, tout simplement pour régler votre trajet du fond de votre canapé tranquillement. D'accord, donc là encore, avant de prendre l'autoroute, je n'ai rien à faire. Absolument rien. Ma voiture va être scannée, on va me détecter. Et je reçois, comment ça se passe en fait ? Vous allez m'envoyer un mail, c'est par téléphone ? Comment vous allez récupérer mes coordonnées ? Alors, je vais rien faire au début. Au début, vous allez avoir 48 heures. Alors, ça sera, il y aura des panneaux partout, on va beaucoup communiquer, ça sera très clair. Mais vous aurez 48 heures pour vous connecter et régler votre créer un compte en quelque sorte, c'est ça ? Pas forcément. Pas forcément. Vous aurez d'ailleurs la possibilité d'associer votre plaque avec votre carte bancaire. Ce qui fait que si vous êtes usager régulier, une fois pour toutes, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. À chaque fois que vous passez, on va débiter automatiquement votre carte bancaire. Après, si au bout de 48 heures, vous n'avez pas payé, que c'est la première fois que vous passez sur cette autoroute, vous allez recevoir un courrier, puisqu'on a accès au fichier des cartes grises. Donc on va aller lire le fichier des cartes grises et envoyer à votre adresse un courrier en disant vous êtes passé à telle heure. Et voici le montant du péage que vous devez. Et là, je peux payer en me connectant sur un site. Et là, vous payez en connectant sur un site. Ou même, on est en train de bâtir un partenariat avec les bureaux de tabac. Donc, vous pourrez aller dans un bureau de tabac, tout simplement pour aller régler, pour avoir un contact personnel. Vous pourrez appeler notre centre d'appel, ou vous pourrez régler directement via notre centre d'appel. Et là, aujourd'hui, du coup, combien ça va vous coûter de démonter les anciens péages et d'installer ces nouveaux portiques avec les lecteurs de caméras pour lire les plaques des véhicules ? Alors, c'est un investissement d'environ 120 millions d'euros. Voilà, 120 millions d'euros. Alors, c'est beaucoup de technologie, beaucoup d'informatique. Et c'est aussi beaucoup de génie civil, puisqu'en fait, on va redresser complètement la route. Aujourd'hui, les barrières de péage, c'est comme une sorte de loupe de béton qui imperméabilise les sols. Donc, on va redresser l'autoroute, faire disparaître complètement les bâtiments, faire disparaître complètement la barrière de péage. Et là, rendre 28 hectares à la nature. Refaire pousser de l'herbe, refaire pousser des arbres et avoir une autoroute qui va être complètement, dans laquelle on va complètement gommer la présence des barrières de péage. Ça veut dire que à chaque sortie d'autoroute, il y a donc ce fameux portique qui constatera que je suis sorti avant. Comment ça fonctionne en fait ? Alors c'est du péage ouvert. Alors le péage ouvert, c'est des barrières en travers de l'autoroute et on paye une somme forfaitaire à chaque fois, par opposition à l'autoroute A1 par exemple, où vous prenez un ticket et vous payez en sortie. Donc là, c'est des barrières. La plupart de nos barrières de péage sont des barrières qui sont en travers qui bloquent l'autoroute. Voilà. Et là, elles vont être donc remplacées par ces portiques. Et à la place de là où on a 10, 12, 15 voies de péage, vous allez avoir 3 voies de circulation finalement normales. Pourquoi vous êtes allé sur cette idée du péage en flux libre ? Pourquoi vous êtes allé sur cette innovation technologique ? On est allé sur cette innovation technologique parce que ça a un véritable bénéfice pour le client, in fine. Il y a un certain nombre d'études que l'on a fait qui montrent que ça va être 1,7 million d'heures de conduite qui vont être récupérées, donc 1,7 million d'heures de temps libre à ne pas conduire qui vont être récupérées par nos clients. C'est aussi un bénéfice. Alors c'est l'autorité de régulation des transports qui est l'autorité qui surveille, disons, les concessionnaires autoroutiers, qui a fait un calcul, c'est que c'est finalement une valeur générée en temps de travail ou en temps de loisir, mais aussi en économie de carburant, c'est une valeur générée de 616 millions d'euros. Voilà. Donc c'est un projet qui va apporter fluidité, qui va apporter attractivité pour les territoires que l'on traverse. Il est évident, les Parisiens le savent très bien, on peut parfois se dire, est-ce que je vais passer mon week-end en Normandie ? Ah bah non, mais il y a le retour le dimanche, va y avoir éventuellement des embouteillages. Là, c'est la plupart du temps la fin des embouteillages. C'est un projet, comme j'ai dit, plus écologique. Et puis c'est aussi de la modernité dans ce paysage autoroutier. Juste une petite question concernant ces portiques avec ces capteurs. Est-ce que les forces de l'ordre pourront se connecter sur ces portiques pour mesurer la vitesse, par exemple ? Ou être sûr s'ils recherchent quelqu'un, retrouver la plaque, le véhicule, savoir s'il est passé à cet endroit ? Alors, ça, c'est quelque chose, sans trahir de grand secret, qui existe déjà. Dans les barrières de péage actuelles, il y a déjà des caméras de lecture de plaques dans les barrières
péage classique, il y a des caméras de lecture de plaques. Et on a très régulièrement des réquisitions des forces de police de manière à pouvoir suivre des véhicules. Donc là, de la même façon, l'usage sera le même. Je pensais notamment plus pour les radars ou pour mesurer la vitesse. Aujourd'hui, ça n'est pas fait et ça n'est pas prévu à ce stade-là. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien voilà, intéressant. Est-ce que vous pensez qu'à terme, toutes les autoroutes françaises pourraient être équipées de ce système ? Oui, je le pense sincèrement. Il reste néanmoins une difficulté. C'est le péage des étrangers. Alors pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent ? Parce qu'il n'y avait pas d'interconnexion avec les fichiers d'immatriculation des véhicules européens. Voilà, donc il y a une directive européenne qui va entrer en application bientôt, qui va permettre de faire ça. Donc ce qui est quand même déjà une condition assez importante. Quand vous prenez l'autoroute 1, qui est notre autoroute du groupe, sur lequel vous avez 50% de poids lourds étrangers, vous ne pouvez pas faire complètement sauter les barrières comme ça. Voilà. Mais ça va venir donc. Mais je pense sincèrement que ça viendra d'ici 2030 sur toute la France. Merci beaucoup Arnaud Kemar, très intéressant. Oui. Rappelons que vous êtes directeur général du groupe SANEF. Merci. Merci à vous. Et il est temps d'accueillir maintenant notre deuxième invité. On va carrément changer de sujet et parler d'hydrogène maintenant. Absolument, on Pauline. reste dans la technologie, mais on parle d'hydrogène. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et nous Christelle accueillons Rouillet. Christelle Rouillet qui est avec nous, directrice générale Dynamics. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors Dynamics, en un mot, si je résume, c'est la filiale en fait d'EDF qui est dédiée à toute l'infrastructure hydrogène qu'on trouvera demain le long de nos routes, mais aussi des voies fluviales, mais aussi des voies ferrées. Absolument, Dynamics, c'est la filiale hydrogène du groupe EDF en charge de la production et de la distribution d'hydrogène bas carbone et renouvelable, donc à partir d'électrolyse de l'eau et d'une électricité bas carbone et renouvelable, et à destination évidemment de tout ce qui va concerner la mobilité, plutôt lourde. Alors la mobilité lourde, c'est quoi ? C'est les bus, les engins de collecte, les bennes à ordures ménagères, le fluvial, comme vous l'avez dit, le train, les camions. Et puis, on va aussi aider à la décarbonation de l'industrie, notamment des raffineries, des cimenteries. L'idée étant évidemment de réduire le CO2 de toutes ces industries. Et de réduire le thermique, donc, de réduire les moteurs thermiques. Absolument. Dans le cadre de nos projets, comme le projet Auxerre, dont nous avons mis en service l'installation en octobre dernier, l'idée est de pouvoir alimenter les bus de l'agglomération de l'Auxerrois qui sont opérés aujourd'hui par Transdev et qui effectivement circulent avec de l'hydrogène. Donc en fait, c'est zéro bruit, aucune nuisance sonore, zéro particule. Aucune émission de CO2 et puis finalement que de l'eau. Donc pour la planète, c'est évidemment c'est vrai que sur un le papier, bénéfice intéressant. Sur le papier, c'est séduisant, en effet. Mais alors on se dit que ça demande aussi beaucoup de travaux parce que finalement installer des stations, là aujourd'hui des stations à hydrogène en France, il y en a quelques dizaines, mais c'est tout. Et justement, qu'est-ce qui est compliqué dans l'installation de ces nouvelles stations ? Alors, ce qui est compliqué, c'est surtout tout ce qui va concerner ce qu'on appelle la recherche de l'usage, c'est-à-dire véritablement les véhicules. Oui, ça, on ne sait pas encore finalement comment on va les utiliser, à quels besoins. Est-ce que vous allez pouvoir coupler peut-être bateau et bus ou peut-être train et bateau à des mêmes endroits ? Absolument, et c'est effectivement ce que l'on recherche, c'est-à-dire la mutualisation de nos installations. Donc on va commencer souvent par des bus. Les agglomérations, les collectivités qui ont des obligations de pouvoir transformer leur flotte de transport urbain en transport zéro carbone ou zéro émission de CO2 plus exactement, eh bien évidemment on va commencer par ce biais-là et nous allons construire sous la forme d'écosystèmes ces installations qui vont alimenter plusieurs types d'usages. Donc les bus, les engins de collecte, comme je le disais tout à l'heure, un bus ben à ordures ménagères. Et puis nous allons, et typiquement c'est le cas d'Auxerre, y associer des trains qui arriveront sur la ligne Paris-Auxerre, que la région Bourgogne-Franche-Comté a commandé, des trams de trains TER, puisque aujourd'hui, en fait, les TER fonctionnent ce qu'on peut appeler le bimode, c'est-à-dire du diesel et de l'électricité. Et bien demain, ça sera hydrogène électrique. Exactement. Donc, un grand bénéfice pour le climat. Et Christelle, est-ce qu'on peut imaginer que demain, vous prenez le cas, par exemple, des bus ou des engins qui enlèvent les poubelles tous les matins. En général, ces engins sont stockés, enfin, sont parqués
dans des endroits où il y en a des dizaines, voire des centaines, que ce soit pour des bus, etc. Est-ce que ce sera là les points justement où ces véhicules pourront se recharger ou pas forcément ? Absolument. En fait, on va avoir comme objectif d'installer ces installations donc, de production et de distribution au plus proche des usages. Donc, effectivement, auprès des dépôts de bus, ou bien effectivement là où vous aurez les engins de collecte qui viendront décharger ou recharger. Et donc effectivement, on va plutôt avoir cette volonté de traduire la massification de ces usages par une installation qui va alimenter plusieurs types de véhicules et de manière justement aussi à massifier ces usages et ces installations qui débutent pour notre part dans un premier ouvrage de 1 à 2 mégawatts électriques, donc d'électrolyseurs, qui correspondent grosso modo entre 400 et 800 kg par jour. Et pour juste quelques petits éléments de comparaison, un bus, c'est entre 15 et 20 kg par jour de consommation. Un véhicule utilitaire, en revanche, c'est un peu moins de 5. Un train, c'est pas loin de 200 kg par jour. Donc on voit bien qu'on commence, je dirais petitement, pour ensuite faire grossir en fait cette installation qui atteindra peut-être 5-10 mégawatts, le tout étant évidemment dans l'utilisation la plus écosystémique, j'ai envie de dire, possible. Alors je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais est-ce que là aujourd'hui vous allez travailler avec des sociétés de transport, avec la SNCF? Est-ce que demain ça veut dire que des particuliers ou une entreprise qui aurait quelques véhicules à hydrogène en se disant tiens il y a une station à côté de chez moi pourront venir s'ajouter aux clients et venir facilement se recharger chez vous? Alors l'idée effectivement c'est de pouvoir faire en sorte que les engins type camion puissent effectivement venir se charger sur ces installations. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que nous estimons, nous, au sein du groupe EDF et Dynamics, que la mobilité hydrogène va surtout être sur de la mobilité dite lourde. Oui. C'est-à-dire que pas sur les véhicules des particuliers. Les véhicules des particuliers. On parle de certains taxis parfois. Oui, alors parce que ces taxis-là, en fait, font beaucoup de kilomètres. Et typiquement, pourquoi l'hydrogène est pertinent sur les véhicules? C'est une autonomie très importante que la batterie électrique ne pourra pas... Quelle est l'autonomie avec l'hydrogène, par exemple, pour un véhicule particulier, enfin un taxi? Vous pouvez aller jusqu'à 700 km par jour sur un véhicule hydrogène. C'est le premier attrait de l'hydrogène, le premier bénéfice. L'autre, évidemment, c'est le fait de se charger très rapidement, se charger de la même manière que si vous alliez faire votre plein d'essence. Donc c'est quelques minutes pour faire un plein d'hydrogène. Exactement. Aujourd'hui, on est entre 5 et 10-12 minutes. L'idée, évidemment, est de pouvoir le réduire au maximum. On peut l'accélérer, ce plein, encore une fois? Alors, typiquement, c'est ce que l'on est en train de travailler avec le groupe Alstom. Nous avons signé récemment un partenariat qui va nous permettre de tester les modes de remplissage de manière à optimiser ce remplissage et le réduire le plus possible, parce qu'évidemment, tout le temps où le train est arrêté et où les passagers sont dans le train à l'arrêt, eh bien, évidemment, c'est tout un système derrière qui doit être corrigé dans le cadre, en fait, de ce que la SNCF, notamment, appelle les missions, c'est-à-dire le transport de ces passagers. Donc, l'idée, évidemment, c'est de réduire, en fait, ce temps de recharge et on fait ces tests. On a la chance, nous, à Dynamics, d'être au sein du groupe EDF, d'avoir accès au centre de recherche des Runardières, où nous avons installé une plateforme de test qui va permettre de tester ces remplissages optimisés du train Alstom, du fameux Regiolis qui circulera en TER demain. Là, vous nous avez parlé tout à l'heure de cette station qui va ouvrir à Auxerre. Vous avez aussi un projet à Belfort. Le maillage du territoire pour que ça se développe vraiment et que justement on retrouve des TER peut-être dans plusieurs régions, que les bus puissent se développer, c'est quoi idéalement pour vous à un horizon 4-5 ans? Alors effectivement, vous avez raison, notre objectif c'est de mailler l'ensemble du territoire français et notamment parce que on voit bien en installant les ouvrages de production et de distribution, donc les stations de distribution sur tout le territoire vont permettre de faire en sorte que l'ensemble en fait des usagers puissent venir se charger auprès de ces installations. Et puis aussi parce que finalement ça peut être un moyen d'être une sorte de backup
si je puis l'exprimer ainsi, entre deux stations. C'est-à-dire qu'il peut arriver que l'on soit en maintenance sur une station, et bien évidemment l'autre station pourra venir alimenter la station qui sera en maintenance. Donc l'idée est effectivement de mailler l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui se situe autour de 150 à 200 km, parce que ça, c'est ce qu'on est capable, en fait, assez compétitivement de pouvoir distribuer de l'hydrogène autour d'une station de production et de distribution. Christelle, petite question, on parle beaucoup de bus, d'engins, de bannes à ordures, etc. Quand est-ce qu'on va voir la démocratisation de ce type d'engin? Parce qu'aujourd'hui, des bus à hydrogène, on n'en voit pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous travaillons surtout à la recherche de ces usages. Et les véhicules sont un point, je dirais, pas de blocage, mais on a besoin effectivement... Ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, un bus à hydrogène, qu'un bus à gaz ou... Alors, ça coûte plus cher qu'un bus diesel. Ça coûte aussi plus cher qu'un bus électrique, même si on n'est pas en compétition, puisque comme je le l'ai dit, on n'adressera pas les mêmes modalités. Mais par contre, ce que l'on voit déjà, c'est que depuis maintenant 3 ans, le prix du bus hydrogène a été divisé par 2. Et quand on compare ce que j'appellerais le coût total de possession, c'est-à-dire quand vous intégrez la maintenance, eh bien là, le bus hydrogène n'est pas si éloigné commence à être pertinent, du bus diesel. Merci beaucoup. Christelle Rouillet, directrice donc générale Dynamics. L'hydrogène arrive donc. Et on va terminer avec notre essai maintenant, Pauline. Absolument, on va passer à la voiture électrique et à la nouvelle Renault Mégane. Alors c'est un modèle stratégique très pour attendu, le constructeur, absolument, avec beaucoup de technologie à l'intérieur. Et c'est un essai de Julien Bonnet et Olivier Mélan. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Renault révolutionne sa Mégane, une métamorphose déjà sur le plan du design avec une forme mi-berline, mi-SUV, mais surtout sous le capot, on ne trouve en effet que des motorisations 100% électriques, c'est le principal changement. À noter, c'est une situation assez rare dans le secteur automobile, c'est que la 4e génération, donc la précédente, elle va continuer à être produite ici en Espagne pour les versions thermiques et hybrides rechargeables. Symbole de ce renouveau, cette nouvelle Mégane, c'est le premier véhicule à porter le nouveau logo Renault, donc réinterprétation du logo Vasarely des années 70. Contrairement à la précédente Mégane, cette nouvelle, elle sera produite à Douai, dans le nouveau pôle Electricity que Renault est en train de constituer dans le nord de la France. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Mégane. Donc, contrairement à la Zoé, qui est souvent un véhicule secondaire du foyer, Renault veut vraiment faire de cette berline SUV du segment C le véhicule principal. On retrouve toutefois des dimensions un peu réduites par rapport à l'actuelle Mégane. Donc elle fait 4,21 m celle-ci, elle est 15 cm plus court, mais ça ne se ressent pas tant que ça à l'intérieur. Mais la principale révolution, elle se trouve derrière le volant, avec l'écran des compteurs et l'écran numérique, donc 12 pouces chacun, avec une interface qui a été conçue en partenariat avec Google. Donc l'idée finalement, c'est d'aller un peu plus loin qu'Android Auto, qui est une simple reproduction de l'univers Android, donc du smartphone, vers l'interface du véhicule. Là, c'est l'interface entière qui est conçue par Google, mais ça reste compatible bien sûr avec les portables iPhone. On retrouve l'environnement CarPlay. Ce système, il se montre très réactif, très ergonomique, et donc c'est là-dessus qu'on attendait Google pour aider un constructeur automobile comme Renault, mais comme beaucoup d'autres, qui a toujours beaucoup de mal à s'adapter finalement au nouveau monde numérique. L'intérêt aussi sur une voiture 100% électrique, c'est que Maps, il va permettre d'optimiser la recharge. Si je rentre une destination dans Maps, et ben finalement je vais avoir mon autonomie à l'arrivée, et si mon autonomie elle n'est pas suffisante, je vais avoir tout le parcours, donc du planificateur de trajet qui va me dire où je dois m'arrêter, à quelle borne, pour arriver à destination. Nous voici sur la route à bord de cette nouvelle Mégane, l'occasion d'aborder un point crucial pour une voiture électrique, la batterie. Donc Renault propose cette nouvelle Mégane avec une première batterie d'une taille de 40 kWh avec 300 km d'autonomie WLTP annoncée. Nous, sur notre modèle d'essai, on a la batterie plus importante, celle que compte vendre Renault un maximum, 60 kWh, et là on est plus sur 470 km annoncés. En vérité, il faut plutôt parier sur 300 km d'autonomie réelle. Nous, par exemple, ce matin, c'est l'autonomie qui était affichée au compteur quand on est parti avec la batterie pleine. Et là, après avoir roulé une centaine de kilomètres, on est à 65%, 187 km restants. Côté moteur, on a également le choix avec 2 propositions. Une première, 130 chevaux. Et nous, sur notre modèle d'essai, on a la version 220 chevaux. Et c'est vrai qu'on manque pas de puissance. Donc, il y a ce dynamisme de l'électrique. Il y a plusieurs modes de conduite. Donc, en mode éco, on va bien sentir qu'on a beaucoup moins de puissance disponible. Mais
c'est utile parce que ça va permettre de réduire la consommation. On a également 4 niveaux de régénération que je vais pouvoir ajuster via des palettes au volant. Et donc c'est vrai qu'en mode sport, notamment, avec la régénération au maximum, sur des petites routes sur lesquelles on circule actuellement par exemple, ça va être assez agréable. Le comportement du véhicule est très dynamique. Côté recharge, c'est aussi très important pour une voiture électrique. Cette Mégane, elle peut encaisser jusqu'à 130 kW. Donc ça, c'est assez pratique pour récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en à peu près 30 minutes. Les prix de cette nouvelle Mégane, ils démarrent à partir de 35 000 €, mais pour une version d'entrée de gamme avec une capacité de recharge de seulement 7 kW, donc très limitée. Donc le vrai prix de base, il se situe plutôt autour de 40 000 €, qui est la version qui va permettre de profiter d'une recharge en courant direct à 130 kW, donc plutôt pratique pour les longs déplacements notamment. Pour notre modèle d'essai, en finition techno, qui est l'avant-dernier niveau de finition, il n'y en a que 3 en fait, et qui ajoute pas mal d'équipements par rapport à l'entrée de gamme, il faut compter plutôt un tarif proche des 45 000 €. Donc des prix qui peuvent sembler assez élevés, mais en fait Renault compte notamment sur le leasing. Donc beaucoup de gens aujourd'hui achètent leur voiture neuve avec un loyer mensuel, ce qui réduit un peu psychologiquement la facture. Et puis aussi sur quelques astuces, notamment le devis qui pourra être fait lors de la commande du véhicule pour installer une borne à domicile, ou également une option Switch Car qui va permettre d'avoir une voiture par exemple thermique lorsqu'on a un long trajet à faire pour un départ en vacances par exemple. Eh bien voilà, Julien Bonnet qui a l'air heureux dans sa Mégane électrique. Absolument, François. Eh bien voilà, il faut qu'on la teste nous aussi. Je crois que c'est indispensable. Ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis dans En route pour demain. Pauline, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, François. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.